Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cet exercice, on traitera les accumulateurs ou piles rechargeables. On va essayer de voir presque 4 types de piles à partir de types ou de piles au laboratoire, puis on passera à des piles ou accumulateurs qui sont commercialisés dans plusieurs domaines. Donc nous avons en permanence besoin de piles, que ce soit pour les jouets des enfants, pour les baladeurs MP3, pour tous les appareils électriques et électroniques nomades avec lesquels on peut se déplacer. Outre leur prix et leur durée de vie assez courte, leur recyclage n'est pas sans poser de problème. Une solution utilisée est donc des accumulateurs appelés également piles rechargeables. Ceux-ci peuvent, pour les dernières générations, être rechargés 1 millier de fois. Ils ont donc une durée de vie qui est nettement supérieure à celle des piles jetables. Elles sont parfaitement adaptées aux appareils utilisés régulièrement. Il existe actuellement trois principales sortes d'accumulateurs qu'on va traiter dans cet exercice. Les NiCd nickel-cadmium et les NiMH, le nickel-métal hydride, et les Li-ions, ou lithium-ion. De la moins chère à la plus chère, de la plus polluante à la plus écologique. Donc il y a le pile nickel-cadmium au laboratoire, puis on traitera l'accumulateur NiCd au téléphone sans fil de première génération. Troisièmement, on traitera l'accumulateur NiMH, et dernière partie, c'est l'accumulateur Li-ion. Et là, on parlera uniquement du côté énergétique de cette pile ou cet accumulateur. Donc, on traitera l'exercice. Tout à l'heure, on traitera cet exercice. Merci de l'avoir suivi. Donc, on commence par le paragraphe pile. Premièrement, pile nickel cadmium. La première question concernant le quotient de réaction. Nous avons l'équation donnée, c'est CD de plus AQ plus Li. Ça donne CD solide plus Li de plus AQ. Donc le quotient de réaction, c'est la concentration de Li de plus sur l'initial, c'est la concentration de CD de plus. On ne tient pas compte de CD de deux métaux Ni et CD, parce qu'ils sont des solides, on leur attribue 1, et on peut écrire d'une façon plus C0 sur C0, puisque les deux solutions ont la même concentration, C0, ça donne 1. Donc le quotient de réaction donne 1. On va essayer d'utiliser la règle de prévention d'évolution des systèmes chimiques. On fait un axe ici. Au milieu, ça donne K. Il est donné la valeur de K. C'est 2,2, je pense, 10-6. Oui, 2,2. 10-6. Et Q, elle est nettement supérieure, et c'est là, il y a QR. Donc, tout système hors
équilibre tend à évoluer vers l'état d'équilibre, c'est-à-dire que le quotient réactionnel ou de réaction atteindra la constante K, et pour atteindre la constante K, l'évolution doit se faire, Q doit atteindre K, c'est-à-dire dans le sens le sens conventionnel de le sens inverse. Nous avons l'habitude de mentionner que l'évolution de ce sens, c'est le sens direct qui est 1, et le sens 2 qui est le sens inverse. Donc le système, là, C2, je reprends l'équation, et là c'est le sens 1 qui est le sens direct. Donc d'après la règle le système évoluera dans le sens inverse, c'est-à-dire la réaction qui va se produire, mais on va l'écrire avec deux flèches, en attendant de savoir si vraiment deux flèches ou une seule flèche. On écrit que MI de plus CD, ça donne CD de plus AQ plus MI. Là c'est solide, et là c'est solide, avec une constante K', qui est l'inverse 1 sur 2,2 10 à la puissance 6, c'est K'. Et remarquez que cette constante K' est supérieure à 10 puissance 4, c'est-à-dire que la réaction est totale. Au lieu d'écrire deux flèches, on n'écrira qu'une seule, c'est-à-dire la réaction qui se produit au sein de la pile ne connaîtra qu'un seul sens, c'est le sens d'épuisement de cadmium et de transformation des ions nickel en métal nickel, et le cadmium se transformera en CD de plus. Donc je reprends l'équation, et ça sera MI de plus CD, un seul flèche, ça donnera CD de plus MI. Voici la réponse de la question 111. D'accord? C'est-à-dire donner l'expression linéaire de quotient de réaction de la réaction 1 et la calculer à l'état initial. Voici on passera à la question 112, sachant que la constante, non, et la calculer, non. Là c'est 111, et là ça commence à 112. C'est la deuxième question qui est prévoir. Donc, sens d'évolution de système. Le système chimique. Donc la question 111 n'a demandé que l'expression de calcul du QR. La 112, c'est de prévoir le sens d'évolution du système. Nous avons sur cet axe mentionné la constante K qui est de 2,210-6 et QR qui est 1 pour les comparer. Nettement supérieur, donc l'évolution dans le sens 2. Ça, c'est la question 112. Et écrire l'équation du fonctionnement de la pile, CNI de plus CD, ça donne CD de plus NI. On passe à la question écrire les demi-équations électroniques, préciser s'il s'agit d'une réaction d'oxyde de réduction, indiquer la polarité des électrodes du nickel et du cadmium. Oui. Là, on passe à la question donc 1, 2.
à partir de l'équation bilan de réaction qui se produit au sein de la pile, on peut écrire les équations électroniques avec l'écriture c'est CD plus CD plus et de plus, ça donne CD de plus et c'est l'équation de réaction qui a été prévue par la question 112. Donc, de là, on peut écrire que là, c'est CD donne CD de plus 2 électrons. Et de l'autre côté, le nickel, ici, Ni de plus 2 électrons, ça donne Ni. Il s'agit bien d'une réaction d'oxydoréduction parce que cette réaction mise en jeu un échange d'électrons. Donc, écrire les deuxième équation, préciser qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Les deux mes équations. Oui, là, pour c'est une équation, c'est une réaction d'oxydation. Parce que, et s'accompagne d'une perte d'électrons, et là, une réduction. S'accompagne d'un gain d'électrons. Et vraiment une réaction d'oxydoréduction parce que ce produit avec échange. Ce produit avec échange d'électrons. Voici la question 1-2. Les deux équations, les deux demi-équations électroniques et la nature de chaque demi-équation. Sans oublier, on n'a pas demandé de mentionner le couple, c'est CD de plus sur CD, et là, c'est Ni de plus sur Ni. Voici cette question des équations électroniques ou de mes équations. Ah oui, indiquer la polarité de chaque. Là, on peut dire que l'électrode de CD et là, électrode de nickel. Pour déterminer la polarité, là, électrode Ni, CD, pardon. Et ici, électrode Ni. Nous savons, dans la convention générateur, le pôle négatif, c'est le pôle où il y a sorti des électrons. Donc là, le pôle négatif, c'est le pôle où il y a production des électrons, sortie des électrons. Et il y a, ici, c'est le pôle positif où il y a consommation des électrons, où les électrons entrent par le pôle positif. Donc, ça, c'est le pôle positif, le pôle négatif, pardon, pôle moins, sortie des électrons, et là c'est le pôle positif, entrée des électrons. Je rappelle tout simplement que là,
c'est le symbole d'un générateur, ça c'est le pôle positif, ça c'est le pôle négatif. Le courant sort par le pôle positif I et entre par le pôle négatif. C'est-à-dire que les électrons quittent le pôle positif, là, entrent par le pôle négatif et quittent le pôle négatif. Donc le pôle négatif, là c'est moins et là c'est plus. D'accord? Donc la production des électrons, là c'est le pôle négatif. Quel est le rôle de Pont-Salin? La question qui suit le Pont-Salin. C'est la question 1.3. Donc, généralement, la plupart des piles sont constituées de 2 compartiments. Chaque compartiment est formé d'un couple redox, un métal plongé dans une solution ionique de ce métal généralement. Et pour constituer une pile, il suffit d'associer ces 2 demi-piles, ces deux compartiments par un Pont-Salin. Mais la pile de Daniel n'a pas ce Pont-Salin, mais l'échange se produit sur une cloison qui est poreuse. On revient à notre exercice. Le Pont-Salin a un double rôle. Le premier, c'est d'assurer la conduction électrique dans l'enceinte de la pile. Et le deuxième, c'est de maintenir la neutralité électrique de part et d'autre de ce pont. Ce sont les deux. On va essayer de voir schématiquement ce que ce produit-là, c'est pas demandé. La réponse ici, c'est le Pont-Salin assure la conduction électrique entre les 2 compartiments et assurer la neutralité électrique de part et d'autre de ce pont. Donc on va écrire, on va essayer de traiter amplement cette question. Donc, le Pont-Salin assurer la conduction électrique entre les deux compartiments et deuxièmement, je vais essayer de réaliser assurer la conduction électrique entre les 2 compartiments, c'est-à-dire les relier électriquement. Et deuxièmement, c'est assurer la neutralité électrique pour simplifier, on va faire un petit schéma. Là, c'est Ni dans une solution de Ni de plus. Et là, c'est le CD, le calibre, dans une solution de CD de plus. Donc, là, c'est le Pont-Salin.
Ici, nous avons écrit que le pôle négatif, c'est celui de CD. Et le pôle positif, c'est là, c'est le nickel. Donc, voici un schéma simplifié de cette pile. Là, c'est le pôle salin. Donc, nous avons vu tout à l'heure que le pôle positif, c'est l'électrode de nickel, constitue le pôle positif. Et le pôle négatif, c'est l'électrode en cadmium. On va essayer de voir, schématiser comment intervient l'électrolyte contenu dans ce pôle salin pour assurer relier les deux pôles salins électriquement et assurer la neutralité électrique. Donc j'ai dit que les électrons arrivent par le pôle positif et se produit la réaction Cd2 plus 2 électrons. Donc au cours de cette réaction, la concentration des ions Cd2 diminue. De l'autre côté, là il y a production des électrons qui vont être injectés dans le circuit. Et là, c'est le CD qui va donner Cd2+. Et les deux électrons sont acheminés vers le pôle positif. D'accord? Donc, là, il y a augmentation de concentration des ions Cd2+, et là, diminution des ions Na2+. Ce sont les ions Na2+, qui s'y déposent sur la plaque de nickel. Je reprends là, c'est le nickel, et là, c'est le Cd2+. Formation de Cd2+, et consommation des ions Na2+. Donc, là, supposons que le pont salin de KCl, c'est un électrolyte de K plus Cl-. Généralement, c'est un électrolyte gélifié. Et là, le courant, nous avons le courant électrique, là, diminution des ions de Cl+, donc ils vont être 2K+, là, 2K+, vont passer à cet compartiment pour combler la diminution de charge. Chaque Ni se dépose et il y a déplacement de Na2+, et là, chaque Cd2+, qui se forme nécessite un déplacement de ions, là, de Cl-. Et là, cet échange fait maintenir, par exemple ici, 2K+, avec si Ni2+, SO4 de moins. SO4 de moins, il va former avec 2K+. Et là. Et le courant électrique, là, c'est le sens des ions positifs. Là, c'est I. Le courant électrique se manifeste à l'échelle au niveau de pont salin par une migration des ions K+, dans le sens du courant électrique, et migration des ions Cl- dans le sens opposé, vers le compartiment qui contient, ou du couple Cd2+, CD. De l'autre côté, il y a déplacement des ions K+. D'accord? Là, c'est l'explication du rôle. Il suffit de mentionner que le pont salin a double rôle. C'est la connexion des deux compartiments. C'est assurer la conduction électrique et aussi par deux phrases simples. Ça, c'est le rôle de pont salin. Donc, on passera là où deuxième partie, c'est l'accumulateur nickel-cadmium d'un téléphone sans fil de la première génération, G1. Donc, accumulateur
NICD d'un téléphone portable. Première génération. Vous constatez qu'il s'agit d'une pile NICD et là un accumulateur NICD. La différence entre les deux, c'est que la première partie qui concerne NICD au laboratoire, on parle uniquement d'une pile non rechargeable. C'est une pile qui est humide, basée sur des solutions. Et le problème d'utiliser des solutions comme ça rend non praticable dans la vie courante. Par la suite, ces batteries ou ces accumulateurs NICD, ils ont utilisé le même principe de la pile précédente, mais cette fois-ci, on utilise une pile qui est sèche, facile à être manipulée, à utiliser amplement dans plusieurs domaines. Donc on lit, l'électrolyte est basique, il s'agit d'une solution aqueuse concentrée d'hydroxyde de potassium. Les couples oxydoréducteurs impliqués sont CDOH2 solide sur CD et NiOH solide sur NiOH2 solide. Vous voyez que les couples oxydoréducteurs utilisés dans cette technique qui est accumulateur NICD, ce sont des produits qui sont solides, c'est-à-dire on parle d'une pile ou d'un accumulateur qui est sèche. D'accord? Donc j'écris les deux couples, CDOH de solide sur CD. Les solides et le deuxième couple, c'est NiO. OH, aussi solide, et le réducteur c'est NiOH2. Donc CDOH2 solide, là, sur CD, et NiOH solide sur NiOH tout, le tout indice 2. Donc le milieu étant basique, la réaction à une électrode est, on nous a donné la réaction dans une électrode, c'est CD plus 2OH- ou 2HO-. Ça donne CDOH 2 plus 2 électrons. Ça, c'est l'équation qui se produit au niveau de l'électrode en cadmium. La réaction de décharge de l'accumulateur est alors, nous a donné réaction de décharge sur CD, qui est solide, plus 2 NiOH, ça donne CDOH plus NiOH2 solide. C'est la réaction 2. Après avoir mentionné dans le paragraphe précédent, dans la question précédente 1. Donc la question, c'est de compléter le tableau descriptif. Donc l'équation c'est CD plus de NiOH plus de H2O. Et là, les deux sont connexés. Là. Là, c'est N2, N0, N2 et N3.
qu'ils ont donné dans... Là, ils ont ajouté, je vais le mettre de l'autre côté. Là, c'est rare qu'on trouve cette partie dans nos tables descriptives ou dans les exercices. Là, ils ont donné la quantité d'électrons. Là, la quantité d'électrons échangés en mol, c'est-à-dire la quantité de matière d'électrons échangés. Ça nous facilite la tâche dans l'exercice. C'est-à-dire là, au début, 0. Donc, ça donne 1, 0, moins x. Là, c'est x, là, c'est n2 plus x. Et là, c'est n2 plus x. Et là, on va essayer de déterminer le nombre d'électrons échangés en essayant de suivre. Là, le cadmium, c'est CD. Et là, ça donne CD de plus. C'est CD de plus, virgule, de HO moins. Donc, au cours de cette réaction, il y a échange de 2 électrons. Donc là, ça sera 2x. Et l'état final, c'est 1, 0, moins x final. Et là, c'est n2 plus x final. Et là, n2 plus x final. Et là, 2x final. Là, il vaut mieux soit dans les réactions spontanées dans les pulls, ou soit dans les réactions d'électrolyse, il vaut mieux de mentionner la quantité de matière échangée au cours de réactions traitées. Ça facilite la tâche dans le lien entre la quantité de matière, la quantité d'électricité, l'intensité, la durée. On la trouve dans ce N. D'accord? Donc la question c'était de compléter ce tableau. D'accord? Compléter le tableau descriptif de l'évolution du système donné en annexe. Ça c'est de 1. On passe à 2,2. De 2, le cadmium étant le réactif limitant, retrouvez la relation entre la quantité de matière initiale du cadmium, notée N0, et la quantité de matière d'électrons échangés lorsque la réaction est terminée. D'accord? Donc la question 2,2. La question 2,2. Le cadmium étant le CD étant réactif limitant, donc ici N0 moins x final est égal à 0, c'est-à-dire que N0 est égal à x final. La quantité de l'autre part dans la colonne des quantités de matière, on a n d'électrons est égal à 2x final, 2x f. Donc la quantité avec cette quantité, c'est Q sur NaE. C'est le farad qu'on nous a donné, on n'a pas donné dans l'énoncé F, mais ils ont donné la constante d'Avogadro et la charge élémentaire E. Donc on doit utiliser cette expression plutôt que F. Donc de là, ça c'est 1, et là c'est 2. De 2, on peut tirer que x final est égal à Q sur NaE sur 2. 2. Donc là, c'est la quantité de matière, N0. Donc
Q sur 2LA fois E est égal à M0. Et la quantité de matière du cadmium, c'est la masse, sur la masse molaire de CD. Donc on peut donner on nous a donné, exprimé, là, déterminer la quantité de, là, le cadmium étant les réactifs, déterminer la quantité de matière échangée lors de la réaction déterminée. Donc, on doit s'arrêter uniquement ici, pour ne pas donner les deux réponses dans la même. Donc, je vais essayer la quantité de matière d'électrons ici, N, C2X, là. X final Cn0, qui est égal à la masse de cadmium sur la masse molaire. Donc, la quantité de N d'électrons, c'est la question demandée. Ce de X, C2, N de CD sur grand M de C. C'est la question demandée qui la quantité de matière d'électrons échangés lors de la réaction là. C'est la question qui suit, c'est 2-3 qui nous demande de déterminer la quantité d'électricité maximale que peut débiter cet accumulateur. Pour être précis, il faut uniquement donner l'expression de la quantité de matière d'électrons en fonction de la masse consommée de cadmium. Donc, 2-3, on nous demande Q max, en quelque sorte, selon cet exercice, c'est Q final. Et là, on va essayer de la quantité de matière d'électrons CQ sur N A fois E. Donc, on peut écrire que N final d'électrons est égal à Q max sur NA E. Donc, Q max, ça sera N final d'électrons fois NA fois E. Et remplace cette quantité de matière par cette expression-là. Donc, Q max. Ça sera 2 M de CD sur grand M de CD fois NA fois E. Voici la quantité d'électricité maximale que peut débiter cet accumulateur. Il me reste uniquement le calcul, l'application numérique. Donc, Q max, ça sera 2. La masse d'électrodes donnée au début de l'exercice, c'est 2 grammes. La masse molaire du cadmium donnée dans les énoncés, c'est 112,4 multiplié par 6,02 10 23 moins 1,6 10 moins 19. Le calcul nous donne le Q max. Ce sera 3,4 10 à la puissance 3 coulombs. Donc la pile d'accord, ça c'est la quantité d'électricité que peut
débiter cette pile. Donc, la question suivante, c'est comment réalise-t-on la charge de l'accumulateur? Quel est alors le type de fonctionnement? Écrire l'équation de la réaction de charge en justifiant. Donc, comment? Donc là, on passe d'une réaction qui est spontanée à un système où les réactions seront forcées, donc un système forcé. Donc on doit utiliser quoi? On utilisera un générateur. Donc on réalise la charge là pour la question de 4. C'est-à-dire, on suppose que cet accumulateur a été épuisé, on veut le charger. Donc, pour charger cet accumulateur à l'aide d'un générateur, et il se produira des réactions d'oxydoréduction forcée ou tout simplement une électrolyse. Il fonctionne alors comme un récepteur. D'accord? Donc, de 4, lors de la charge de l'accumulateur, il se produit l'électrolyse, c'est-à-dire des réactions d'oxydoréduction forcée. Ce qui nécessite un générateur et la pile ou l'accumulateur fonctionnera comme récepteur. L'accumulateur fonctionnera comme récepteur. Et là, on peut parler de bilan énergétique dans une pile ou dans un accumulateur. C'est que dans cette étape-là, l'accumulateur reçoit de l'énergie électrique et la transforme en énergie qui est chimique lors de la phase de charge, et lorsqu'elle débite en pile ou en générateur, elle fait le phénomène inverse, c'est-à-dire il convertit l'énergie chimique des réactions qui se produisent à l'intérieur de ce pile en énergie électrique. D'accord ? Il nous reste uniquement la réaction spontanée ayant lieu dans l'accumulateur qu'ensemble de cadmium. Le générateur, là, la réaction au cours de charge, ce sera l'inverse, c'est-à-dire c'est la réaction qui se produit et qui se produit au cours de charge, et l'inverse que celle qui se produit en
il suffit d'écrire la réaction inverse, c'est-à-dire CD, plus 2NiOH, 2, qui est solide, qui donne CD. Là, c'est CdOH2, qui donne CD plus récupération du cation qui était consommé lors de la décharge. CD plus et 2Ni OH plus H2O, plus 2H2O. CD plus 2NiO, là c'est solide, et là ça donne de l'eau humide. Voici la question posée concernant la phase de charge de cet accumulateur. On passe à l'accumulateur nickel MH, c'est-à-dire un métal hydrure. Donc, le troisième accumulateur, 3, c'est l'accumulateur nickel NiMH. Donc, l'accumulateur nickel hydrure métallique de l'anglais Nickel Metal Hydride utilise l'hydrure métallique MH, composé permettant de stocker de l'hydrogène dans des réactions aux électrodes et. Ils ont donné que ces hydrures, généralement, les hydrures métalliques, ces hydrures métalliques et l'emmagasinent de l'hydrogène, et lors de fonctionnement, ça donne un métal plus H2O2, H2O, pardon, et ça donne MH plus un électron, donc MH plus H O. D'accord. Là, c'est un métal qui est solide. Là, c'est liquide, MH. Et là, c'est MHAB. C'est-à-dire que ce HAB, ça veut dire que l'hydrogène a été absorbé par le métal. Hydrogène absorbé par M. Donc, un téléphone sans fil actuel utilise 2 piles rechargeables 3A de technologie NiMH. La plupart des appareils nomades peuvent utiliser ce type d'accumulateur. Il existe des chargeurs extrêmement rapides. Un fabricant propose des piles rechargeables de capacité 800 mAh pouvant être rechargées en 15 minutes. La première question, quelle est la valeur de la capacité de cette unité en système international? Quelle est la valeur de capacité? Donc la capacité, c'est la quantité d'électricité maximale. Donc, il est là. La première question, c'est 3.1. La capacité d'une pile, c'est Qmax. Ça représente la quantité d'électricité maximale que peut débiter au cours de son fonctionnement.
Donc là, c'est donné en 800 milliampères-heure. Nous savons que l'unité de la quantité d'électricité, c'est en coulomb. Et là, utilise des unités pratiques, l'ampère-heure ou le milliampère-heure. Donc, on va essayer de convertir, donc l'unité là, c'est en système international, c'est le coulomb. S'exprime en SI, en système international, en coulomb. Donc on va l'exprimer en système international, donc max, ça sera 800. Milli, c'est moins 3. L'ampère, c'est une unité qui est internationale, on ne va pas la convertir. Par contre, l'heure, c'est 3600 secondes. Et ça donne une valeur de 2,888 10 à la puissance 3 coulombs. Donc, c'est la quantité maximale que peut délivrer cette pile. C'était la question 3.1. La question 3.2, s'il est là, 3.2. L'accumulateur étant totalement déchargé, on veut obtenir à nouveau une capacité de 800 milliampères heure. Quelle est l'intensité nécessaire en courant constant pour réaliser la charge de cette pile en 15 minutes? Donc, la pile ou l'accumulateur est totalement déchargé, on veut le recharger de nouveau dans une durée de 15 minutes avec la même capacité qui est Qmax. Donc, nous avons une relation qui donne l'intensité de courant, c'est Q sur delta de T. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Là, I est égal à Qmax, c'est 2,88 10 à la puissance 3 sur 15 fois 15 minutes fois 60. Donc il suffit de faire le calcul. Ça donne à peu près 3,2 ampères. Donc il faut maintenir une intensité de 3,2 ampères pendant 15 minutes pour charger complètement cet accumulateur avec une capacité de 800 milliampères-heure. La question suivante. L'accumulateur est maintenant totalement chargé. L'intensité supposée constante. Débité lors de la décharge est de 0,27 ampères. Quelle est la durée de fonctionnement en minutes de cette pile? Donc là, c'est la question 3.2. C'est la même relation. Uniquement dans cette question, on nous a demandé l'intensité qu'il faut pour charger. Là, on nous demande combien de temps cette pile sera en fonction. S'il débite un courant de 0,27 ampères, en quelle est la durée de fonctionnement de cette pile ou à partir de quelle durée sera usée ou hors usage. Donc on revient à cette question-là, on écrit que delta de T est égal à Q sur I. Q
Q, c'est 2,428 à la puissance 3 sur 0,27. Et on calcule delta de t, ça donne 1,1 10 à la puissance 4 secondes. C'est 1,1 10 à la puissance 4 secondes. Et il vaut mieux de la convertir en heures et... la question était en minutes. Oui, la question était en minutes. Donc, on doit la diviser par delta de t. C'est 1,1 10 à la puissance 4 sur 60. Et ça donne 1,8 10 à la puissance 2 minutes. Ou à peu près 1800 minutes. S'ils n'ont pas demandé de l'exprimer en minutes, on peut l'exprimer aussi en heures et voir la durée de cette pile, pardon. D'accord? Là, c'est la question, la dernière question pour cet accumulateur. On passe maintenant au quatrième. Le quatrième accumulateur donc le quatrième accumulateur, c'est le accumulateur EIIO. Accumulateur lithium-ion. Donc, la plupart des équipements électroniques nomades actuels, ordinateurs, téléphones, ainsi de suite, nous avons dit au début. Donc, des batteries lithium-ion. Le lithium est un métal intéressant pour la constitution d'une pile car sa capacité massique en milliampères-heure par gramme est très supérieure à celle d'autres métaux. Mais le lithium métal alcalin est trop réactif pour être utilisé sous forme de métal. Ces piles rechargeables contiennent uniquement des ions Li+. C'est une des technologies envisagées pour voitures électriques. Donc, 4.1. Dans quelle colonne de la classification périodique se situe l'élément lithium? Justifié. 4.2. La capacité d'une pile de téléphone portable est de 4320 coulombs, en supposant que la tension borne de la pile est 3,7 volts lors de son fonctionnement. Quelle est l'énergie électrique que peut fournir cette pile? La première question, on peut la répondre d'après Lyon 4.1. Selon l'énoncé, c'est Li+. Donc, l'ion Li+, appartient à la première colonne du tableau périodique, puisque sa charge est +1. Donc, je rappelle, c'est là, c'est 3 Li, 3 protons. Donc, l'atome et les neutres contient 3 électrons, 2 sur la première couche et 1 sur la deuxième couche, K, 2 L1. En perdant l'électron selon la règle de Dewey, donc il reste uniquement 2 électrons. Donc c'est appartient à la première colonne de tableau périodique. La dernière question, c'était de calculer l'énergie électrique.
Donc, la capacité Qmax est donnée. On suppose que la tension en borne de générateur est 3,7 volts. Quelle est, lors de son fonctionnement, quelle est l'énergie électrique que peut fournir cette pile? Donc, la relation qu'on peut utiliser que ici, l'énergie électrique, c'est la puissance fois delta T. Donc, la puissance ici, E électrique, ça sera U. Par conversion, ça sera U fois I fois delta T. Là, c'est l'énergie électrique. On peut écrire CU fois ICQ sur delta T fois delta T. Et ça donne la relation. L'énergie électrique, ça sera U fois Q. Donc l'énergie maximale, ça sera Qmax là. Donc on fera l'application numérique. Ça sera 3,7 multiplié par 4320. 4320. Et ça donne une valeur de 1,6. 1,6 10 à la puissance 4 joules. Voici l'exercice des piles et accumulateurs. C'était la dernière question. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.